Association africaine pour l'assainissement et l'eau. Nous sommes en train d'enregistrer le webinaire afin que l'on puisse y accéder plus tard. Et je vais donc maintenant parcourir quelques détails d'ordre technique. Je vais vous annoncer qu'il s'agit d'un webinaire bilingue. Alors tout d'abord, si vous souhaitez vous joindre, eh bien, vous pouvez prendre la parole en cliquant sur la main virtuelle en bas de votre écran et ainsi on vous donnera la parole et puis ensuite vous devrez allumer votre micro. Autrement, le micro devrait rester éteint pendant le webinaire et si vous avez des questions, vous pouvez également les poser sur le chat. Suivant. Comme nous avons à faire un webinaire bilingue, je vais maintenant passer au français afin de fournir quelques explications à nos collègues français qui peuvent se servir de Donc, la comment changer traduction. de langue? Pour changer la langue, vous allez cliquer sur Interprétation. Donc, chez moi, c'est en bas sous les trois points qui ne sont pas directement visibles. Sinon, c'est un petit globe avec le texte Interprétation. Si vous cliquez là-dessus, vous avez la possibilité de suivre le webinaire dans la langue originale ou bien en français, French. Et la même chose est aussi possible pour suivre les présentations, les slides. Quand vous allez en haut sur l'écran, vous pouvez aussi choisir si vous voulez suivre les slides en anglais, en original, ou bien en français. C'est déjà un service que que nous allons présenter pour vous, que vous puissiez, si vous êtes donc du monde francophone, suivre ce webinaire complètement en français. Et avec ça, je vais donner la parole à un mot d'introduction à notre collègue. Next slide, please. À notre collègue Moussa Sek. Moussa, vous avez la parole. Moussa est le directeur des services de l'Association d'eau et d'assainissement africaine. Merci, merci Stéphane pour votre introduction. Bonjour à tous, je suis très content d'être ici lors de ce quatrième webinaire. Et comme Stéphane l'a dit, je suis Moussa Sek, je m'occupe des services d'eau et d'assainissement et Afwassa est très contente de faire partie de ce parcours. C'est très important pour nous. Afwassa fait partie d'une organisation de services publics et il est donc clé pour nous de faire partie donc de cette série de webinaires. C'est le quatrième webinaire. La fois dernière, c'était en Afrique occidentale, pardon, en Afrique orientale et nous allons écouter maintenant deux expériences de deux services d'eau et d'assainissement en Zambie. Et cette séance sera modérée par une jeune femme très dynamique venant du Mali, Hadi. Hadi qui va donc faciliter, qui va modérer ce webinaire. Et je pense que la plupart de vous, vous connaîtrez Hadi. Sinon, autrement, on lui passera la parole également pour se présenter. Et elle fait partie de l'université. Elle est ingénieure. Elle a coordonné des projets dans le cadre du Programme mondial de l'eau. Elle a également été très impliquée dans d'autres sessions, dans des présentations, dans des conférences internationales. Par exemple, la conférence des Nations Unies sur l'eau, le congrès sur l'eau également, ainsi que d'autres événements. Et elle, elle partage donc cette passion au sein d'un groupe de travail. Et
elle fait des recherches pour améliorer la qualité de l'eau. Nous donnons ainsi la bienvenue à Hadi, qui va donc modérer ces échanges. Merci. C'est à vous, Hadi. Merci, merci beaucoup, Moussa, pour cette présentation. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce webinaire. Je serai donc la modératrice pour cette séance. Et comme Moussa l'a dit, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux intervenants de Zambie. Le premier est Monsieur Malichi, qui est le directeur de district de l'entreprise d'eau et d'assainissement Zambie. Il est ingénieur et nous écouterons le docteur Golden Manyanga qui est expert en assainissement sur place, sur site, dans des milieux urbains et ruraux. Il est en train de suivre son doctorat en ingénierie et nous allons nous centrer sur l'établissement du coût économique de l'assainissement inadéquat dans le district de Mansa. Nous avons également Monsieur Nyong Piri parmi nous, qui est un ingénieur environnemental qui a 20 années d'expérience dans le secteur WASH, de l'assainissement et de l'eau. Il a joué un rôle clé en tant que directeur d'ingénierie à Lukanga, euh, dans le réseau d'assainissement et d'eau de Lukanga également en Zambie. Alors voilà, ce sera très intéressant et de les écouter. Vous pouvez également avoir plus de détails sur leur biographie par le lien du chat et vous pouvez également poser des questions par le chat si vous avez des questions pour les intervenants. Et sur ce, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Mutunda pour la première présentation. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Comme vous l'avez dit, je suis Mutunda Marichi de l'entreprise d'assainissement et de fourniture d'eau de Luapula. Je vais faire une présentation sur le rôle de nos services commerciaux dans la ville. Et je vais vous montrer comment nous avons donc agi pour lutter contre la défécation à l'air libre dans les villes. Suivant. Alors, voici le plan de la présentation. Je vais faire l'introduction. Je vais vous parler également de la situation, l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville, ainsi que la mise en œuvre de ce programme. Et on verra également les opportunités que nous avons pour mettre en place un bon assainissement, les changements à faire, les défis et la conclusion. Donc voilà, nous sommes en 2009 et nous avons commencé nos opérations en 2010 d'après la loi 28 de 1997, la loi sur l'eau qui donc implique toutes les entreprises. Alors, notre base de clientèle est de 15 000 à 17 000 clients en termes des clients qui sont connectés au réseau et aux égouts. Et voilà, nous avons 13% de ces clients qui sont connectés aux égouts, qui sont raccordés aux égouts. Cependant, 86% des résidents ont des latrines dirigées aux fosses. Donc, nous avons un composant de clients qui se servent des latrines rattachées aux fosses. Et il y a également les toilettes à chasse. Il y a aussi d'autres systèmes de fosses septiques. Nous couvrons 5 districts, y compris Mansa, Sanfia, Mwense, Kawamba et Nchelenge. L'une des choses à souligner
ici, dans ce cadre, c'est que pour la première fois dans la province, l'entreprise a investi dans un site d'épuration d'eau, une station de pompage, également un tank de vidange. Et voilà, et nous, nous servons de ces fosses septiques à la demande. Alors, que faisons-nous? Nous souhaitons mettre en place l'assainissement inclusif et c'est le ministère du Développement de l'eau qui se charge de cela. Et on a donc engagé le service public commercial pour l'introduction de l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville. Et au cours des 3 dernières années, cette entreprise d'eau et d'assainissement en Zambie s'est occupée également du réseau des égouts, mais il y a eu une nouvelle politique en 2020 qui a été introduite et maintenant nous nous faisons appeler entreprise d'assainissement et d'eau parce que nous devons aller au-delà de la fourniture du réseau d'égouts. Nous devons nous centrer également sur des sujets comme la gestion et vu ce contexte, le ministère du Développement de l'eau a engagé le service public commercial pour commencer à orienter ce service vers la nouvelle phase d'assainissement. C'est-à-dire que nous suivons des formations que les régulateurs ont menées pour s'adresser au service public. Et en fait, nous voulons également obtenir le financement et nous investir aussi sur la station de traitement des eaux usées. En ce moment, ceci a été complété et nous voulons nous servir de ce site d'épuration et de traitement des eaux usées afin de répandre tout cela dans d'autres districts. Alors sur ce, eh bien, j'ai introduit le contexte et ce qui est important à savoir également, c'est que pour nous, pour pouvoir arriver à notre objectif en tant que service public, nous voulons maintenant nous engager auprès de la communauté pour voir s'ils veulent s'impliquer parce que on a vu que sans l'engagement constant de la communauté, eh bien, il est très difficile que la communauté s'approprie de ces idées. C'est-à-dire que nous souhaitons introduire ce composant d'assainissement et nous voulons introduire également la gestion des eaux fécales. Alors, cela veut dire que quelle est la situation? Eh bien, nous avons une approche de service public pour la planification et la mise en œuvre des systèmes d'assainissement urbain. Et notre but est d'arriver à l'équité, à la sécurité, à la durabilité. Alors, l'équité, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire une distribution juste d'assainissement pour toutes les personnes que nous desservons dans la province. Et cela veut dire donc que l'assainissement comprend par exemple des questions comme les latrines. Enfin, c'est difficile des fois d'expliquer tout cela aux personnes. Les gens, ils ont peur de parler de l'eau et ils ont peur de parler de l'assainissement aussi. Par conséquent, nous sommes en train de voir si nous pouvons améliorer aussi la sécurité et voir comment traiter et comment éliminer ces déchets, ces eaux usées pour que ça ne fasse pas mal à l'environnement ni aux personnes. Et nous voulons que tout cela se fasse de façon durable. Suivant.
Alors, le gouvernement de la République de Zambie veut satisfaire notre vision 2030 sur l'assainissement. Le mandat que nous avons prétend que nous fournissions des services d'eau et d'assainissement pour la population de la République de Zambie en 2030, c'est-à-dire qu'il y ait un accès sûr à l'assainissement et à l'eau. C'est vraiment l'un des objectifs que le pays veut obtenir. Nous, nous voulons entrer dans le plan de développement national et nous voulons améliorer les services d'eau et d'assainissement pour qu'ils soient en ligne avec les objectifs. Nous voulons donc améliorer la gestion des eaux fécales et l'assainissement. L'objectif, c'est vraiment l'objectif, c'est que le gouvernement veut que toutes les maisons dans la province, que tous les ménages aient accès à l'assainissement. Afin d'y parvenir, nous voulons réaligner nos plans stratégiques, nous voulons être capables de mettre en œuvre cette vision. Alors, notre plan stratégique s'est réaligné afin de parvenir à ce but. Suivant. Donc, certains des services que nous fournissons à l'heure actuelle comprennent les services de vidange de citernes. Cette citerne de vidange se déplace dans les 5 districts dans lesquels nous opérons. Et ce que nous voulons faire, c'est, afin d'élargir nos travaux, c'est d'engager des opérateurs privés qui peuvent maintenant se procurer de camions de vidange additionnels. Ils peuvent les acheter. Nous avons commencé à former certaines personnes dans la province. Jusque-là, nous avons formé 20 experts afin qu'ils soient capables de se servir de cet équipement d'assainissement. Parce que l'assainissement, en fait, c'est un marché émergent et on peut tirer des revenus de ce secteur, de cette filière. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes en train de raccorder de nouveaux clients au réseau d'égouts, mais en plus, nous fournissons ces services de vidange par le biais de ces camions citernes et nous voulons ainsi aider à gérer le composant d'assainissement dans le district et dans la province. Nous avons également observé que le gouvernement est en train de nous permettre d'avancer dans ce secteur et nous avons donc des opportunités. Nous avons un marché qui est large et qui est préparé. Et à l'heure actuelle, dans la province, eh bien, il y a quasiment un monopole pour la fourniture de ce service. Et par rapport à l'infrastructure de traitement, nous avons donc cette station d'épuration des eaux usées qui a été fournie et nous avons aussi la communauté qui se montre disponible, qui se montre prête. C'est-à-dire que nous avons un marché qui est prêt. Et je pense que c'est justement cet engagement, les bonnes politiques, la bonne volonté du gouvernement qui souhaite coopérer avec nous. Et tout ceci crée un environnement où nous pouvons vraiment jouir de ces opportunités. Alors nous sommes très intéressés parce que en tant que service, le fait de
de nous impliquer davantage dans l'assainissement, eh bien, cela, bien sûr, va améliorer notre activité, mais ça va aussi permettre de fournir un accès à toute la population, un accès à l'assainissement et obtenir aussi un programme très intégral pour la gestion des boues fécales. Certaines des opportunités dont je vous ai parlé, eh bien, nous avons déjà ce site de traitement qui a déjà construit, ce site de biogaz, et nous avons, suivant le niveau de production, nous pouvons également tirer des revenus de la vente du gaz. Nous pouvons également générer du fumier afin de le vendre aux exploitants agricoles. Nous pouvons également connecter davantage de clients au réseau d'égouts et un autre avantage qui est présenté, c'est la construction de cette usine de traitement des eaux fécales. Et il y a eu différents séminaires qui ont été organisés pour voir si nous pouvons avoir un site pour le traitement des eaux fécales et voilà, ce site pour les eaux fécales, nous espérons que d'ici quelques années, il soit déjà construit et en fonctionnement. Nous avons également un grand nombre de latrines vers la fosse qui sont donc déjà dans la région. Et il y a aussi donc le défi de limiter le nombre de maladies qui se propagent à cause des usages. C'est-à-dire que là aussi, nous avons une opportunité. L'un des défis que nous avons à faire dans la mise en œuvre de ce système d'assainissement, eh bien, c'est que en fait, c'est un défi d'ordre culturel et de tradition. Le fait de parler des eaux fécales, des latrines, etc., eh bien, c'est difficile d'en parler à cause des traditions et nous commençons maintenant à engager les résidents pour avoir une conversation ouverte, par exemple, par rapport au sujet de la défécation en plein air. C'est un défi d'aborder les leaders des communautés. Cependant, nous y parvenons. Nous voyons que les clients et les communautés commencent déjà à accepter de parler de ces questions d'assainissement, des boues fécales, des excréments. C'est-à-dire que voilà, la connaissance que nous tirons de toutes ces discussions peut nous aider aussi à préparer les communautés pour la gestion des boues fécales, parce que cela, bien sûr, implique qu'il faille vider les toilettes, qu'il faille traiter toutes ces boues, et je pense que c'est très important, vraiment. C'est très important justement pour améliorer la situation. Et par le passé, nous avons eu le problème également, c'était un autre défi, de manque d'investissement dans l'infrastructure. Les investissements sont toujours déviés vers l'eau, mais en fait, les investissements nécessaires pour l'infrastructure d'assainissement ne font qu'arriver tout juste maintenant. C'est-à-dire que nous avons créé la demande d'assainissement parce que si nous devons faire fonctionner des systèmes d'assainissement en tant qu'activité commerciale et si nous voulons mettre un terme à ce problème de la défécation en plein air, eh bien, c'est un problème que nous vivons en tant que nation. Eh bien, si nous voulons mettre un terme à tout cela, nous devons nous assurer que nous arrêtons cette pratique et que nous avons l'infrastructure correcte pour l'assainissement. Qu'avons-nous fait pour
aidé à mettre en œuvre? Eh bien, nous avons révisé notre plan stratégique pour inclure maintenant l'assainissement sur site et la gestion des boues fécales dans le plan. Alors, depuis 2023 et jusqu'en 2025, nous incorporons cet assainissement sur site, cette gestion des boues fécales. Nous avons également restructuré le service commercial pour créer des unités d'assainissement sur place et de boue fécale. Et parce que jusque-là, c'était pas traité au niveau de l'unité. Et maintenant, nous avons créé une unité spécifique pour l'assainissement. Et cela n'existait pas auparavant. C'est incorporé maintenant. Suivant. Et nous avons différents partenaires comme la GIZ et ainsi que d'autres qui nous ont aidés à préparer un sondage, une enquête. Cette enquête nous a fourni ces données et avec ces données, nous avons pu générer la chaîne de valeur de l'assainissement. Nous avons également pu planifier et nous centrer sur les investissements nécessaires. Nous avons pu également obtenir beaucoup de données qui ont servi à développer ces plans dont je vous ai parlé. Nous avons également le soutien du Conseil d'assainissement et de fourniture d'eau nationale. Nous avons fait le zonage de la ville et grâce à ce zonage, on a pu voir où se trouve la demande. Nous sommes désolés, Monsieur Mutunda Marici vient d'éteindre son micro. Mutunda, pouvez-vous allumer votre micro? Et si vous voulez bien faire le bilan, nous sommes presque à la fin du temps qui vous est accordé. Oui, je suis désolée. Donc voilà, nous avons fait le zonage par GIS de toutes les installations d'assainissement. Et nous avons également fait le branding de quelques propriétés. Et voici les photos de quelques réunions que nous avons fait pour l'engagement des communautés. Et nous sommes très contents de dire que notre service a développé différentes politiques par rapport à l'assainissement sur site et la gestion des boues fécales et nous voulons engager constamment les communautés. Et voici une image qui montre la prise de conscience de la communauté dans le district de Mansa. Et voici des formations que nous avons déroulées pour sensibiliser nos clients, pour les préparer
nous nous engageons constamment avec la communauté afin que la communauté ne se sente pas seule. Parce que, franchement, si, comme je l'ai dit, si on laisse les clients pour leur compte, si on les laisse tout seuls, eh bien, c'est très difficile d'aborder ce sujet. Alors, nous sommes toujours en contact avec nos clients afin de pouvoir parler de la gestion des boues fécales. Donc, en résumé, pour que nous puissions mettre un terme à cette défécation en plein air, eh bien, nous devons nous engager auprès de la communauté, nous engager avec les leaders, avec tous les groupes d'action. Il y a eu aussi beaucoup de leaders qui ont été donc sélectionnés et qui s'engagent, qui s'impliquent afin de transmettre cette information parce que justement, ce qui venait à manquer par le passé, c'était cet engagement. Et il y a des endroits où les gens ne se sentent pas confortables pour faire cette défécation en plein air. Et ceci est clé justement pour pouvoir mieux engager les communautés. Quand on, on aborde les activités de gestion de boue fécale, eh bien, on espère pouvoir tirer un très bon résultat. Et maintenant, nous sommes en processus de développer un plan d'assainissement pour inclure des modèles d'assainissement sur place et de gestion des boues fécales. Nous devons en fait gérer tout cela comme une activité commerciale en tant que service. C'est-à-dire que nous développons ces modèles de business et nous devons également faire pression pour l'investissement en assainissement et d'avoir des usines de traitement des boues fécales dans chacun des districts dans lesquels nous opérons. C'est-à-dire passer par tous les districts et avoir au moins une usine de traitement dans chacun de ces districts. Suivant. L'un de nos indicateurs de performance clés consiste à s'assurer que toutes les fosses septiques sont vidées dans la province. Et bien sûr, cela dépend du nombre de fosses septiques que nous avons. Il faut également s'assurer que les réseaux d'égouts n'ont pas de blocage ou de débordement. Il faut s'assurer de la bonne vidange des toilettes, s'assurer du nombre de toilettes qui sont vidées. Et tout ceci, il faut le faire de façon hebdomadaire. Et il faut connecter, raccorder de nouveaux clients au nouveau réseau. Avec tous ces indicateurs, avec tout cela, en fait, on s'attend à pouvoir engager les leaders et que la communauté soit celle qui gère activement l'assainissement dans la province. C'est-à-dire que nous sommes très enthousiastes. Cette plateforme que vous nous fournissez par ce webinaire est une très bonne opportunité également pour partager notre expérience, pour fournir un bon assainissement complètement à temps complet à toute la province. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Mutunda, pour cette belle présentation. J'ai noté pas mal de questions que les assistants ont posées par le chat. Vous pouvez continuer à le faire. Et maintenant, nous allons donner la bienvenue à Nyong'e pour sa présentation. Merci, merci beaucoup. Et bonjour, bonjour à tous. Je vous salue d'où que vous soyez.
Je suis Nyunga Piri et je vais vous présenter le service d'assainissement mis en œuvre dans la région de Kabwe. Suivant. Je ne vais pas me présenter à nouveau. Je pense que ceci a été fait à merveille par Hadi. Alors, cela fait un certain temps déjà que je m'occupe de l'assainissement. Suivant. Alors, ma présentation va suivre cette structure. Je vais d'abord vous donner quelques informations sur le contexte, vous parler de notre société, de notre service commercial, et de la zone de couverture, l'assainissement, également notre projet d'assainissement et d'hygiène urbaine pour la santé et le développement. Je vais vous parler également de notre gestion de l'assainissement sur place et des boues fécales. Et je vais vous parler également d'un programme pilote sur la vidange programmée. Alors voilà, je vais vous donner une introduction et un contexte. Lukanga a commencé, l'entreprise d'eau et d'assainissement a commencé à opérer en 2007. C'est une société privée qui est enregistrée d'après la loi de Zambie. Et voilà, elle est détenue par différentes municipalités qui se trouvent dans les districts dans lesquels nous opérons. Il s'agit de 12 districts, mais nous sommes actifs en fait dans 9 districts de la province. Donc voilà, nous opérons dans ces 9 districts que j'affiche ici et nous avons encore des opérations qui n'ont pas encore recommencé dans 3 autres districts. Il s'agit de la province centrale de Zambie, autour de Kabwe. C'est le centre de Zambie, c'est la province centrale. Dans la province, nous desservons une population de 480 000 personnes. Kabwe est la 4e ville la plus grande de Zambie. Le nombre de clients, de raccordements d'abonnés de 32 000 et le nombre de raccordements au réseau d'égouts est de 13 000. Nous produisons 14,2 millions de mètres cubes par an, c'est-à-dire 86% de couverture du service d'approvisionnement en eau pour la population. Et nous traitons 2 millions d'eau d'assainissement, d'eau d'égout, d'effluents d'égout, c'est-à-dire 59% de couverture de la population. Parmi ceux-là, nous avons 19% de réseaux d'égout et 40% de différentes formes d'assainissement, comme par exemple les latrines ou les fosses septiques. Il s'agit aussi, nous avons également la question de la défécation ouverte ou de toilettes non conventionnelles. Suivant. En fait, ce que vous voyez ici, c'est la carte de Kabwe. J'ai choisi de vous montrer Kabwe pour parler de l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville. Ici, nous avons en bleu le réseau d'égouts actuel et en rouge, c'est le réseau qui n'a pas encore été construit. Alors, comme vous le voyez, du côté est ou nord-est, nous avons des peuplements qui n'ont pas de réseau d'égout en place. Vous pouvez voir très clairement que
Nous avons seulement 19% de la population qui est desservie par un réseau d'égouts. Et en fait, même dans la zone nord où il y a des égouts, eh bien, nous avons encore des problèmes pour mettre en œuvre euh, un assainissement inclusif, pour mettre en œuvre notre programme. C'est-à-dire, voilà, nous avons un programme où nous fournissons cet assainissement sur place d'après un modèle de business, d'après une série d'installations et d'après la gestion des boues fécales. Suivant. Alors maintenant, je ne vais pas trop parler du projet d'assainissement d'hygiène pour la santé et le développement. C'est un projet qui est financé par le gouvernement néerlandais et qui est appliqué dans différents pays. Ça fait partie d'un consortium des Pays-Bas. C'est un projet international en fait. Et en Zambie, ce projet est mise en œuvre avec, en partenariat avec Shambeshi Water et Sanitation Co. Suivant, suivant. Alors, d'après ce projet, nous avons fait une étude de base pour obtenir des données. Nous avons obtenu de l'information qui nous a mené à prendre des décisions, à mettre en œuvre le projet d'assainissement sur place inclusif. Nous avons découvert que nous avons une couverture d'assainissement par les égouts de 19%, que la défécation à l'air libre représente 12,4%, l'accès aux toilettes fonctionnelles propres et privées est de 57% à Kabwe, et nous avons également des pratiques qui ne sont pas sûres. Nous avons les vidangeurs manuels qui vont aux latrines et enterrent la boue à côté sans aucune considération des mesures de sécurité. C'est-à-dire c'est assez dangereux et les vidangeurs n'ont pas de protocole pour faire face à des débordements accidentels. Nous avons la vidange mécanique qui est faite dans la province par Luakanga Water, mais au moment de l'étude, ce service n'avait pas encore développé des protocoles pour opérer. Et il n'y avait pas non plus de mesures de sécurité. C'est-à-dire que, enfin, ce sujet reste encore, enfin, il faut encore l'aborder. Et puis, le service de vidange mécanique est seulement limité aux fosses septiques, c'est-à-dire que il faut, euh, pour être conforme avec notre modèle de business, il faut améliorer cette situation de vidange. Alors, afin de mettre en place un assainissement inclusif, nous avons établi certains principes directeurs. C'est les principes en fait qui nous ont permis d'avoir une stratégie pour améliorer la situation. Alors, le premier principe directeur, c'était d'assurer l'accès. C'est-à-dire, il faut donner l'accès à toutes les personnes qui vivent dans la province de Kabwe. Parce que c'est important, parce que n'importe quelle personne qui est en danger met en danger le reste de la communauté. C'est-à-dire qu'il faut assurer que toute la communauté a l'accès à l'assainissement. Et cet assainissement doit être adéquat pour les clients. Il faut éviter le contact avec la boue fécale, le contact même oral qui pourrait se produire. Nous ne voulons pas que ce contact se produise. Et il faut que le système soit équitable, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir le fournir à tous les membres de la société et ce par rapport à leurs besoins. Il faut éliminer donc ce manque d'accès.
L'assainissement doit être distribué, doit être fait en hygiène, en conditions d'hygiène, afin de protéger aussi bien la population que l'environnement, donc toute la communauté. Nous devons suivre une approche participative, ce qui veut dire qu'il faut faire intervenir des secteurs multiples et des parties prenantes multiples dans le développement de ce modèle de business que nous suivons pour mettre en œuvre un assainissement inclusif. Et nous devons nous baser sur des instruments de marquage, des instruments qui existent à Kabwe, mais aussi qui puissent stimuler d'autres marchés afin de pouvoir fournir le service également dans d'autres marchés. Et donc voilà, nous avons la phase de mise en œuvre du projet en partenariat avec le SNV et en partenariat aussi avec le projet néerlandais. Eh bien, nous avons été soutenus. Nous avons d'abord élaboré un document de stratégie. Nous avons établi la base communautaire de l'organisation. Nous sommes désolés, nous avons quelqu'un d'autre avec le micro. Nous avons fait travailler le secteur privé aussi et nous avons prévu la construction d'une station de traitement des boues de vidange. Dans le développement de la stratégie, nous avons suivi les pas que vous voyez ici. Nous avons embauché un consultant avec le soutien de SNV qui nous a aidés pour guider la stratégie. Il y a eu des ateliers qui ont été organisés. Nous avons engagé différentes parties prenantes avec par le biais d'une plateforme multipartite. Nous avons rédigé un document de stratégie et nous avons engagé les autorités locales. Le consultant a pris en charge la rédaction de la stratégie et nous avons mis en œuvre des campagnes pour promouvoir la vidange des fosses et l'élimination des déchets en sécurité. Dans la formation de l'entreprise communautaire, eh bien, cela a été nécessaire parce que dans le domaine de l'assainissement, l'implication du secteur privé est très commun dans les grandes villes. Mais dans les villes plus petites, il est plus difficile d'engager le secteur privé et nous devons nous assurer justement de l'engagement du secteur privé dans le transport et la vidange. Et pour ce projet, nous n'avons pas eu d'entreprises du secteur privé qui ont voulu être partenaires pour fournir ce type de service. Alors, il nous a fallu stimuler le marché et il nous a fallu compter sur la communauté afin d'établir des partenariats avec le secteur privé. Alors, dans cette diapo, eh bien, j'ai listé les pas que nous avons suivis justement pour créer l'entreprise communautaire. Nous avons identifié les vidangeurs qui travaillent déjà dans la communauté. Leur pratique commune, c'était de vider une latrine, c'est-à-dire quand la latrine est pleine, ils vont faire un trou et enterrer la boue de la latrine et laisser tout cela exposé à l'environnement. Et puis tout cela peut également générer des problèmes de pollution des eaux souterraines. Alors, les vidangeurs des latrines, c'était également des personnes méprisées par la communauté. Et ce qui se passe normalement, c'est que ces vidangeurs vont travailler pendant la nuit et ils ne vont pas observer des mesures de sécurité et ils n'ont pas d'équipement de protection individuelle non plus. Alors voilà, nous avons identifié ces vidangeurs informels, nous leur avons fourni une formation, nous les avons vaccinés contre l'hépatite B, le choléra, le tétanos, nous leur avons fourni des équipements de protection individuelle, nous leur avons fourni également des moyens de transport, des outils et nous les avons enregistrés en tant qu'entreprise communautaire afin de pouvoir leur fournir un contrat.
Nous avons également des services de commercialisation de façon que la communauté connaisse que cette activité existe. Et puis nous avions besoin d'une installation de traitement parce que à cause du problème que j'ai mentionné dans la province dans la ville de Kabwe. Alors nous avons engagé un consultant pour le design de cette station de traitement et le projet n'avait pas suffisamment de financement en fait pour la mise en œuvre de ce design. Alors nous avons identifié une ancienne installation de traitement qui avait été prévue donc pour la gestion des égouts et qui avait été abandonnée en fait. Ce site a été récupéré pour l'utiliser, c'est-à-dire nous avons profité de ceci, de l'existence de cette usine de traitement. Nous l'avons réhabilité et nous avons donc, c'est ce que vous voyez sur l'image. Nous avons utilisé ces lits de séchage. Suivant. Alors, quand nous avons conçu notre modèle de business, nous avons étudié les options disponibles pour la vidange, pour le transport, pour les différentes étapes de confinement. Nous avons donc les toilettes à chasse, les latrines à fosse. Alors pour les toilettes et les toilettes à chasse, nous les envoyons vers une fosse septique et puis tout cela est nous pouvons aussi le dévier au réseau d'égouts et aux stations de pompage pour le traitement. Et puis quant aux latrines, eh bien nous avons différents outils pour vider ces latrines et aussi transporter donc tous ces déchets vers la station de transfert et la station de traitement. Tout ceci afin d'en faire du compost. Alors, j'ai établi donc ce soutien du SNV et voilà, nous avions le plan, la stratégie, l'entreprise communautaire et nous avons la station de traitement aussi. Alors voilà, nous avons mis en place un système de vidange des boues à la demande. C'est un système où le client demande le service quand une installation est pleine. Alors comment cela fonctionne? Eh bien, nous avons l'engagement communautaire. Nous faisons la promotion de ces services et en fait, quand l'installation du client est pleine, c'est le client qui nous appelle afin de fournir ce service. Et puis voilà, on se dirige vers les toilettes afin de les vidanger. Et puis ensuite, on transporte tout cela et le client paye. Il effectue le paiement des services. Le client reçoit un appel qui l'informe d'une prochaine vidange. Et voilà, c'est le cycle. Et les vidangeurs vont donc transporter tout cela à la station de traitement. C'est donc le cycle de vidange à la demande. Alors, peut-être que vous vous demandez quel est le coût de ce service. Nous offrons ce service suivant un nombre de variables. Ça dépend des barils utilisés. Nous avons différentes capacités de ces citernes. Et voici la liste de prix. Suivant le nombre de citernes qui sont vidangées. De 0 à 12, et puis de 12 à 20 citernes, nous avons l'équivalent de 20 $. Et puis de 20 à 32 citernes, nous avons
un prix équivalent à 30 dollars. Nous avons également les tarifs non domestiques, c'est-à-dire que vous pouvez faire la conversion suivant le taux de change du dollar. Alors, cette vidange à la demande pose des défis. Ça pose des défis et ça menace la pérennité du service. Par exemple, le volume des ventes qui ne soit pas suffisant afin de soutenir la participation du secteur privé. Le secteur privé, bien sûr, il veut un profit, il veut une marge, il veut une liquidité. Et alors voilà, notre défi, c'est que le volume de ventes ne soit pas suffisamment intéressant pour le secteur privé. Et puis, le service est également très saisonnier. Il y a des moments où la demande est très forte, alors que pendant la saison sèche, les toilettes ne se remplissent pas au même rythme. Et alors, voilà, il y a moins de demande du service. Et ceci est un problème aussi, donc, pour la participation du secteur privé. Nous avons ces équipes de vidangeurs qui doivent également collecter des données dans les communautés, mais c'est difficile parce que pour la vidange à la demande, par nature, nous avons des personnes venant de différentes zones qui font la vidange. Nous avons les services de vidange, mais la collection de tout cela est très fragmentée, c'est-à-dire que c'est très difficile de recueillir des données. C'est vraiment très difficile. Alors voilà, ceci a également été un défi. Et puis nous avons des questions de prix. Est-ce que cela est abordable pour les populations les plus pauvres, pour les communautés ayant des revenus moindres? C'est vraiment un défi parce que ce type de communautés vont préférer de faire des paiements par échéance, par petites échéances. Et voilà, quand ils reçoivent le service une fois, eh bien, ils ont déjà assez payé, pense-t-elle. Donc, ça, c'est également un défi. Suivant. Je ne veux pas vous interrompre, mais nous avons une minute seulement afin de pouvoir permettre quelques questions. Merci, merci, Hadi. Bien, et nous avons mis en œuvre un système de vidange programmé afin de faire face aux défis que je vous ai énumérés par rapport à la vidange à la demande. Et donc, cette vidange programmée, l'idée, c'est de se rendre à toutes les fosses septiques de la ville, au moins une fois au cours d'un cycle. Le cycle peut durer 1 an, 2 ans, et cette vidange sera obligatoire. Elle se fait suivant un calendrier prédéterminé pour chaque zone, c'est-à-dire que chaque zone a son propre cycle de vidange. Et le fournisseur de services, c'est normalement un opérateur privé et on le paye d'après les revenus collectés au fil du temps. Et ces déchets sont acheminés au site désigné. Nous avons mis en œuvre un programme pilote de vidange programmé. Nous avons choisi la zone, nous avons fait un zonage, nous l'avons mis en place dans ces zones. Nous avons agi aussi au niveau de la communauté pour l'engager. Nous avons enregistré des clients et nous avons évalué aussi les installations, les toilettes que nous pouvions vidanger. Nous avons créé un compte client dans notre système de tarification où le client peut payer un petit montant, 1 dollar tous les mois,
Parce que l'idée, c'est que une fois que le cycle s'est écoulé, en fait, pour la vidange, eh bien, on ait suffisamment d'argent pour couvrir le coût et pouvoir donc vider toutes les toilettes de la zone. Alors, je vais conclure. Je vais vous dire quels sont les enseignements tirés dans la mise en œuvre de ce modèle de business. Nous sommes, comme je l'ai dit, à ce programme pilote de vidange programmé. Alors, avec ce système, nous avons noté que oui, nous nous sommes améliorés, notamment dans les zones à faible revenu, plutôt que dans les zones à haut revenu. Parce que les zones à haut revenu, ils préfèrent faire un seul paiement. Cependant, dans les zones à faible revenu, ils préfèrent faire des petits paiements par échéance au fil du temps. Et il a été difficile aussi d'impliquer les communautés au début quand nous avons commencé parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à ce modèle de business. C'était vraiment le bouche à oreille qui marchait. Il n'y avait pas d'expérience sur ce sujet. Alors, ce que nous avons fait, nous avons fourni le service à l'inverse parce que nous devions faire une démonstration pratique auprès des communautés pour leur montrer que cela fonctionnait. Alors nous avons vidé d'abord et recueilli l'argent plus tard chez certains clients, justement pour donner de la visibilité de notre plan au niveau de la communauté. Donc voilà, c'était une leçon apprise aussi. Nous aurions dû également planifier les investissements, faire la vidange. Mais c'est vrai que une fois que ce système que la vidange programmée a été adoptée, eh bien, elle s'est beaucoup répandue. Comme je le dis, surtout dans les zones à faible revenu et dans les zones regroupant plusieurs ménages. Et 97% des ménages ont exprimé leur intérêt pour ce système de vidange programmé. Nous avions besoin d'une station parce que jusque-là, nous étions capables de gérer seulement 5 mètres cubes par jour. Alors, une fois que tous ces lits de séchage seront prêts, eh bien, cela va nous permettre d'avancer. Nous avons donc besoin de plus de capacité de traitement. Et nous avons aussi la vidange à la demande qui fonctionne parallèlement. Même si nous avons cette vidange programmée, nous devons également compter sur le programme de vidange à la demande parce qu'il y a certaines installations qui marchent mieux ainsi. C'est-à-dire que les clients doivent pouvoir accéder à toutes ces modalités de service. Et ce service à la demande doit être payé complètement, à différence de la vidange programmée qui est payée de façon partielle et par échéance. Et il y a également le problème du transport et de la vidange qui est fait par le secteur privé. Alors, nous devons compter sur différentes entreprises suivant les districts. Et le modèle répartit le travail sur l'ensemble de l'année au lieu de faire la vidange de façon saisonnière. Parce que c'est nous qui décidons quand nous faisons la vidange. C'est un calendrier prédéterminé. Nous avons également appris qu'il y a des lacunes dans le cadre juridique et qu'il faut certaines règles à mettre en place pour que nous puissions offrir une qualité par nos services. C'est-à-dire qu'en ce moment, il manque des lois pour assurer aussi la sécurité, pour assurer un bon traitement. Et sur ce,
termine et je vous remercie de votre attention. Alors voilà, là je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup, Young. C'était vraiment très inspirateur. Vous nous avez montré à quel point il est important de créer une demande pour l'assainissement et vraiment compter aussi sur la demande de la communauté. Nous avons une vingtaine de minutes pour répondre aux questions qui ont été posées. Je voudrais également vous dire que si jamais nous ne réussissons pas à répondre à toutes les questions, eh bien, les clients pourront également, pardon, les intervenants pourront également les aborder et y répondre plus tard. Alors, je pense, la première question, comment fonctionne le partenariat public-privé dans votre région? Merci, merci pour cette question. Le partenariat privé. Eh bien, ceci ne fait que commencer maintenant parce que nous avons commencé à engager. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, il n'y a pas eu un système d'assainissement robuste dans la province par le passé. C'est-à-dire que il y a eu l'assainissement sur place, littéralement, chacun faisait pour soi et il n'y avait pas d'implication. En ce moment, nous tentons d'intéresser certains leaders des communautés. Et voilà, c'est ce que nous avons fait. Nous avons également formé 20 individus de la province et l'idée derrière cela, c'est de tenter de générer cette demande, cet intérêt pour investir, pour vraiment s'investir dans cette activité commerciale privée de traitement des boues fécales. Alors voilà, maintenant, l'intérêt est généré par les engagements que nous avons. Nous avons formé 20 personnes et nous allons également renforcer les capacités pour que euh, l'on puisse également s'engager sur l'équipement de base nécessaire pour la vidange. Alors peut-être que cela va intéresser à certains de se procurer de citernes de vidange. Parce que jusque-là, par exemple, nous avons un seul camion-citerne de vidange qui se déplace dans les différents districts. C'est-à-dire que, voilà, nous voulons générer un intérêt afin qu'il y ait davantage que les gens puissent acheter ces équipements, que les entreprises puissent acheter ces équipements. Merci, merci pour cette réponse. Une autre question. Quelle est la capacité de la nouvelle station de traitement des boues fécales et quel pourcentage de la population cela va représenter ou desservir? Alors, la nouvelle usine de traitement va desservir 200 ménages, 2000 ménages à Mansa et comme je l'ai dit, nous avons un petit peu plus que 2000 raccordements aux égouts. Le reste des abonnés, des clients, eh bien, il y a 150 000 ménages à l'heure actuelle qui n'ont pas 150 000 ménages qui n'ont pas d'accès au système d'assainissement ou au réseau d'égouts et ils utilisent des latrines à fosse. C'est 60% qui utilisent des latrines à fosse. L'intention, c'est qu'avec ce développement, avec cette station de traitement des eaux fécales, eh bien, nous allons engager des éventuels abonnés et qui vont donc qui pourront vider leur latrine à fosse. Et
aussi, il y a le problème de la limitation de la terre pour la vidange des latrines. Ils ne peuvent pas creuser d'autres trous. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin des équipements. C'est-à-dire que la demande est là. Il y a une forte demande. Ce que nous attendons, c'est de voir si nous pouvons mettre en place cela complètement. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'opérateurs privés. Et nous voulons établir des contrats, des accords avec eux afin d'adopter un modèle et de commencer à faire de l'argent à partir de cet exercice. Et que tout ceci se fasse en sécurité, que ce service se fasse de façon accessible et en sécurité. Parce que il y a le problème des coûts, des tarifs. Nous espérons que ce modèle, que nous allons commencer à le vendre aux communautés et qu'avec les fournisseurs privés, les communautés pourront s'accorder maintenant pour procéder. Parce que nous voulons que ce plan soit en fonctionnement. La question, c'est est-ce que nous sommes capables de le faire? C'est-à-dire, nous ne pouvons pas agir tout seuls. Nous devons compter sur l'implication des autres parties prenantes. La demande, elle est là. Nous avons simplement besoin stratégiquement de cet engagement pour pouvoir tirer le plus grand profit de la station de traitement. Merci et je vous souhaite un grand succès pour y parvenir. Il y a une question pour Monsieur Nyong'e. Combien de systèmes de traitement d'eau vous avez distribués en termes de capacité? Eh bien, nous venons d'un milieu où, comme Mutunda l'a dit, eh bien, nous avons les activités d'eau et d'assainissement. Nous, on s'occupe de l'assainissement. Alors, pour les réseaux d'égouts, nous avons 9 stations de traitement, mais c'est pour les égouts et c'est pas pour les boues fécales. Et là, nous avons besoin d'une innovation c'est pour cela que nous avons réhabilité les lits de séchage de la station de traitement existante. Alors voilà, nous avons réhabilité ces lits de séchage et nous avons compté sur le fait que ces installations, elles ont, enfin, les gens se sont servis des latrines à fosse pendant très longtemps et principalement, nous faisons la séparation des liquides et solides dans ces lits de séchage et nous avons aussi des problèmes de séparation des déchets solides. C'est vraiment un grand défi. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir une approche multisecteur, parce qu'il faut traiter ces déchets solides qui terminent dans les latrines à fosse. Et en ce moment, nous avons des problèmes pour fournir les installations pour le traitement des déchets solides. Nous le faisons après ce lit de séchage. Alors, cette initiative va nous permettre de gérer 5 mètres cubes de déchets par jour. C'est un volume qui se fait en collaboration avec un opérateur privé. C'est ce que nous pourrions gérer au jour le jour. Cette capacité à l'heure actuelle de 5 mètres cubes par jour. Alors, nous voulons aller au-delà, mais nous avons besoin de plus d'installations de traitement. Alors, pour éclaircir, ceci est opéré par le service. Oui, très bien, très intéressant. Il y avait une question sur la collection et la gestion des eaux usées. Je pense que c'était pour Motunda, mais je pense que les deux, vous pouvez y répondre. C'est comment est construite cette installation, pardon, comment est construit le tarif pour les eaux usées? Alors, pour nous, en ce moment,
nous chargeons pour l'utilisation de cette citerne de vidange. Alors, pour cette citerne de vidange, nous allons charger 700 kwacha par charge et chaque charge représente 10 mètres cubes, c'est-à-dire 10 000 litres. Et l'ingénieur Nyang en parlait aussi, c'est l'équivalent de 5 dollars. Alors, pour 5 dollars, on peut vider votre fosse septique. Mais bien sûr, il y a aussi le coût du combustible. Donc, c'est 6 à 7 dollars finalement qui vont permettre de vider la fosse septique, une seule charge. Le coût total dépend également de la distance. Plus il faut transporter loin, parce qu'on va dire que voilà, le camion citerne se trouve à Mansa. Alors, si quelqu'un en fait la demande dans le district à côté, qui se trouve à 90 kilomètres, eh bien, nous allons également, disons, faire payer le déplacement et le combustible. Par contre, si le conducteur doit passer quelques jours, eh bien, il va falloir loger le conducteur. Alors, on va également ajouter le prix d'hébergement du conducteur. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de la distance de transport et de déplacement. Donc voilà, c'est les coûts que nous appliquons à l'heure actuelle. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces chiffres, Nyong'e? Oui, nous avons, c'est vraiment une image similaire. Notre service, nous avons une citerne de vidange et c'est 13 dollars pour 7 mètres cubes, c'est à peu près la même chose. Ça opère à Kabwe, mais aussi dans d'autres districts. Et pour les autres districts, nous devons charger un montant additionnel pour le déplacement vers d'autres districts. Alors, pour ces vidanges, eh bien, nous chargeons 30% suivant le volume de la vidange. Nous sommes aussi en processus de régler tout cela avec le régulateur, d'établir un tarif indépendant pour le réseau d'égouts. C'est un processus qui n'est pas encore complet. Et voilà, nous séparons les charges suivant s'il s'agit d'eau ou de égout. Mais en tout cas, vraiment pour la vidange par la citerne, c'est quasiment comme ce que Mutunda a expliqué. Et voilà. Une question pour vous, Nyong'e. Combien de clients ont adhéré à le programme, enfin à la vidange programmée? Combien de clients pour la vidange programmée? Eh bien, en ce moment, nous avons un défi avec à- les clients auxquels nous avons fait la vidange auparavant. Parce que, bien sûr, c'est des communautés qui ne souhaitent pas trop faire des paiements. Alors, nous avions fait cela pendant un certain temps, mais maintenant, nous avons choisi de faire payer les clients d'abord et de fournir et de faire le service après. Et c'est vrai que dans certains cas, nous n'avons pas vidé pendant 2 ans. Alors, pour les clients qui ont payé d'abord, nous avons une meilleure réponse. Maintenant, dans une communauté d'une centaine de clients enregistrés, nous avons quelques 30 à 40% dans la zone pilote. C'est un chiffre, enfin, que nous souhaitons développer encore. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Mutunda? Oui, je voulais rajouter que pour nous, la charge pour les égouts, pour les clients qui sont connectés aux égouts est de 40% de la facture d'eau. Mais les abonnés qui ne sont pas connectés à notre système d'eau, à notre réseau d'eau, mais qu'ils utilisent le réseau d'égouts, eh bien,
C'est ça, c'est ce que l'ingénieur Nyang a dit. Nous avons besoin de séparer ces deux-là. Et il y a aussi des clients qui sont connectés à l'eau, mais qui ne se servent pas de ce système. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la sécurité de l'environnement, eh bien, la qualité des fosses septiques, bien sûr, on veut encourager nos clients à se connecter au réseau d'égout ou à se connecter à nous de façon à ne pas polluer l'environnement, surtout ne pas polluer les eaux souterraines. Parce qu'il y a tellement de maladies qui sont portées par l'eau polluée. C'est ce que l'on décharge, déverse dans l'environnement. C'est la construction de ces fosses septiques qui ne sont pas en conformité avec des standards minimums de sécurité. C'est-à-dire que là, nous avons un problème. Il y a de l'eau usée qui se décharge, qui se déverse sur le sol et les gens vont boire de l'eau là-bas. C'est-à-dire que, voilà, c'est un grand problème de sécurité. Et même si ça peut être cher en fait de se connecter à ce système, eh bien moi je pense que sur le long terme, ça vaut la peine parce que sinon nous avons ce problème de sécurité. Je pense que nous pouvons avoir une discussion très ouverte dans laquelle on peut argumenter la restriction des fosses septiques, et comment cela est déversé de façon ouverte dans l'environnement. Moi, je crois que nous voulons nous acheminer vers une stratégie intégrale d'assainissement, un plan master intégral qui ne sera pas seulement pour le bénéfice de la population ou pour le revenu de l'entreprise, mais vraiment pour assurer la sécurité de la population de façon durable. Merci, merci beaucoup, Nutunda et Nyonge. Nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Nous sommes à la fin, mais les bonnes nouvelles, c'est que la discussion continue. Et voilà, les intervenants auront également la possibilité de répondre plus tard aux questions qui seront bien sûr assemblées. Et ceci est également un apport très intéressant pour l'épisode de choléra qui sévit en ce moment en Zambie. Alors, je vais passer la parole maintenant à Moussa pour les remarques de clôture. Je vous remercie de mon côté. Je remercie à toutes les personnes qui se sont jointes à nous depuis la Suisse, depuis les différentes parties de l'Afrique, etc. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Hadi. Je souhaite féliciter nos deux intervenants pour leur fantastique présentation et pour le temps qu'ils ont accordé au webinaire. Je veux féliciter également Adi pour cette bonne modération et bien sûr, toute la discussion va poursuivre au sein de la plateforme dans Avassa. Nous avons pu discuter de tous ces sujets et je vous invite à tous et toutes les assistantes à suivre les discussions. Nous avons un programme sur l'assainissement qui est financé par la Fondation GIZ et qui est appliqué dans 16 pays, dans différentes villes. Et il y a tellement de possibilités d'apprendre, tellement de choses à apprendre de ces programmes. Et voilà, donc je vous invite à toutes et à tous à vous joindre à cette série de webinaires. Je
vais afficher le lien à notre plateforme de façon que vous puissiez y participer. Alors, je remercie nos partenaires dans ce parcours, Susanna, GIZ, ainsi que tous les autres partenaires. Et maintenant, je repasse la parole à Stéphane pour la clôture. Merci, merci beaucoup. En fait, c'était à vous, Moussa, de clore la séance, mais je vais vous rappeler que le prochain webinaire va se produire le 21 février. Nous allons parler de comment les femmes sont en train d'entreprendre et de mener les rênes de l'assainissement urbain. Nous allons terminer de partager l'écran afin que l'on puisse faire une petite photo de famille, que l'on puisse voir toutes les personnes présentes ici et que l'on puisse se dire au revoir jusqu'au prochain webinaire en février. Et bien sûr, vous pouvez utiliser notre plateforme de discussion en ligne. Voilà, je vais demander à nos organisateurs de prendre une photo. Je remercie à toutes les personnes qui se sont jointes à cet appel. Nous continuerons les discussions. Kazuna Naitu, d'où venez-vous? Merci, merci beaucoup. D'où est-ce que vous venez, Kazuya? Je viens de Tokyo. Très bien, c'est fantastique. Merci, merci beaucoup. Et voilà, je vous invite, je vous encourage à continuer la discussion. Merci beaucoup, au revoir.